Imaginez un instant des milliards à portée de main, le monde entier à vos pieds, mais vos propres enfants sont nés dans l'obscurité. Deux jumeaux magnifiques, condamnés à ne jamais voir la lumière, malgré toute la fortune de leurs parents. Les meilleurs spécialistes mondiaux se succèdent, les traitements les plus coûteux sont tentés, mais rien n'y fait. Le désespoir ronge la famille et les enfants, malgré leur luxe, s'enfoncent dans un monde de silence et d'isolement. Et si je vous disais que la clé de leur bonheur, la personne qui allait éclairer leur vie d'une manière inimaginable, n'était pas un médecin célèbre, ni un thérapeute innovant, mais une humble femme de ménage, dont la seule richesse était son cœur et son intuition. Une histoire vraie, émouvante, qui va vous prouver que l'amour et la compréhension dépassent de main de loin toutes les richesses matérielles et que les solutions les plus profondes viennent parfois des endroits les plus inattendus. Préparez-vous à une immersion dans une histoire de résilience, de préjugés brisés et de lumière retrouvée. Vous ne verrez plus jamais la valeur des gens de la même manière. Jusqu'où iriez-vous pour le bonheur de vos enfants? Arthur et Éléonore de la Mare incarnaient le rêve français. Lui, un magnat de l'immobilier, dont l'empire s'étendait de Paris à la Côte d'Azur. Elle, une héritière d'une grande famille d'artistes, dont le nom était synonyme d'élégance et de raffinement. Ensemble, ils formaient un couple puissant, respecté, envié. Leur vie était une succession de succès, de galas et de voyages luxueux. La seule chose qui manquait à leur tableau parfait était l'héritier, la progéniture qui consoliderait leur lignée et leur fortune. La nouvelle de la grossesse d'Éléonore fut accueillie avec une joie immense. Et lorsque les médecins annoncèrent qu'ils attendaient des jumeaux, la félicité fut à son comble. Deux vies, deux héritiers pour le royaume d'Elmer. Mais la joie fut de courte durée. Dès les premières semaines, les échographies révélèrent une anomalie rare et irréversible. Les jumeaux naîtraient aveugles. Un choc brutal. Le monde d'Arthur et Éléonore s'écroula. Leurs enfants, nés avec toutes les chances du monde, seraient condamnés à vivre dans l'obscurité. Léo et Mia virent le jour dans une chambre d'hôpital ultramoderne, sous le regard inquiet de leurs parents. Des bébés magnifiques, parfaits à l'exception de leurs yeux, qui ne verraient jamais la lumière. Arthur et Éléonore ne ménagèrent aucun effort ni aucune dépense. Les meilleurs ophtalmologistes du monde furent consultés. Des chirurgiens des quatre coins de la planète vinrent examiner les jumeaux. Des thérapies expérimentales furent bien tentées, mais les diagnostics restaient les mêmes, cécité totale et irréversible. Le désespoir s'installa, lourd et silencieux, dans la somptueuse demeure des Delamere. La maison, autrefois vibrante de vie, devint un sanctuaire de silence et de frustration. Arthur, habitué à résoudre tous les problèmes avec de l'argent ou du pouvoir, se sentait impuissant, rongé par la colère et un sentiment d'injustice. Éléonore, elle, se réfugia dans une mélancolie profonde, se détachant progressivement de ses enfants, incapable de faire face à cette réalité qu'elle ne parvenait pas à accepter. Les jumeaux étaient entourés de personnel qualifié, infirmières, éducateurs spécialisés, thérapeutes, mais ils grandissaient dans un environnement stérile, rempli de bonnes intentions, mais dénué de chaleur humaine authentique. Léo et Mia, à mesure qu'ils grandissaient, semblaient tendre aux prisonniers de leur propre monde. Ils étaient beaux, doux, mais si silencieux. Leurs gestes étaient hésitants, leurs voix rares. Ils passaient leurs journées dans des chambres suréquipées, entourés de jouets éducatifs coûteux qu'ils touchaient avec une curiosité limitée. Ils vivaient dans un cocon doré, mais terriblement isolés. Arthur et Éléonore les aimaient à leur manière, mais leur amour était teinté de pitié et d'une incapacité à réellement se connecter avec leurs enfants qui ne pouvaient pas voir leur monde. C'est alors qu'une nouvelle femme de ménage, une certaine Amina Diallo, fut engagée. Amina était une femme d'une cinquantaine d'années, originaire du Mali, dont la peau foncée était burinée par le soleil et les mains étaient marquées par des années de travail acharné. Elle avait un regard doux et profond, un sourire qui éclairait son visage et une sérénité qui contrastait avec l'ambiance tendue de la maison.
Elle parlait un français teinté d'un léger accent, et ses gestes étaient lents, mesurés, imprégnés d'une dignité tranquille. Amina se déplaçait avec une discrétion absolue, nettoyant la maison avec une méticulosité rare. Mais très vite, elle remarqua les jumeaux. Elle les observait, silencieusement, sans jugement, lors de leurs rares sorties dans le jardin ou lorsqu'ils passaient devant le salon. Elle voyait la tristesse dans leurs yeux vides, l'isolement dans leurs petites mains Elle voyait la tristesse dans leurs yeux vides, l'isolement dans leurs petites mains qui ne cherchaient pas de paille à explorer. Elle ressentait leur besoin de connexion, de stimuli qui allaient au-delà des leçons formelles. Un jour, alors qu'elle élastiquait les meubles du salon, Léo s'aventura hors de sa chambre, guidé par une infirmière. Il trébucha légèrement et son petit visage se plissa de frustration. L'infirmière le réprimanda doucement. Instinctivement, Amina s'approcha. Sans un mot, elle s'agenouilla près du petit garçon et effleura sa main. Elle lui tendit un petit tissu doux qu'elle portait toujours sur elle, une étoffe aux motifs complexes ramenée de son pays. Léo, surpris, agrippa le tissu. Ses petits doigts explorèrent les reliefs, les broderies. Un léger sourire apparut sur son visage. L'infirmière, d'abord surprise par l'audace d'Amina, n'intervint pas, voyant la réaction positive de l'enfant. À partir de ce jour, Amina commença à agir. Au-delà de ses tâches de ménage, elle tissa discrètement des liens avec Léo et Mia. Elle ne transgressait jamais les règles strictes d'Arthur et Éléonore, mais elle trouvait des moments, des opportunités pour interagir avec les enfants. Elle les observait, attentive, et son cœur de mère, qui avait élevé ses propres enfants dans la simplicité et l'ingéniosité, lui soufflait des idées. Amina ne possédait pas de diplôme en pédagogie spécialisée, mais elle avait une sagesse ancestrale, une connaissance des sens, de la nature, des histoires. Elle commença à leur parler doucement, sa voix mélodieuse les enveloppant de récits de son enfance en Afrique, de la savane, des animaux, des contes, des anciens. Elle leur apportait des objets simples, une fleur de jasmin pour son parfum enivrant, un coquillage à la texture lisse et aux spirales complexes, des graines de calebasse qui faisaient un doux tintement. Elle leur faisait toucher l'écorce rugueuse d'un arbre, la fraîcheur de l'herbe mouillée, la chaleur du soleil sur leur peau. Elle utilisait la musique, pas celle des jouets électroniques sophistiqués, mais les chants de son pays, les mélodies qu'elle fredonnait en travaillant, les rythmes qu'elle tapait doucement sur ses genoux. Les enfants, d'abord passifs, commencèrent à réagir. Leurs petites têtes se tournaient vers elle, leurs mains tendues vers les sons, vers les textures. Leurs visages s'animaient, des sourires rares, mais authentiques, éclairant leurs traits. Amina leur apprit à eux, voir, avec leurs autres sens. Elle leur montrait comment identifier les différentes pièces de la maison par le son des pas sur le parquet ou le tapis, par l'odeur du savon dans la salle de bain ou du café dans la cuisine. Elle leur construisait des parcours tactiles avec des coussins, des tapis, des objets de différentes textures, les encourageant à explorer l'environnement par le toucher. Elle leur parlait de la forme des objets, de leur poids, de leur température, stimulant leur imagination et leur permettant de construire une carte mentale de leur monde. Arthur et Éléonore, au début, ne remarquèrent rien. Ou du moins, ils ne voulaient pas voir. Ils étaient trop absorbés par leurs propres problèmes, trop habitués à l'inaction de leurs enfants. Mais peu à peu, des changements devinrent indéniables. Léo et Mia n'étaient plus les enfants silencieux et effacés. Ils étaient plus curieux, plus interactifs. Ils commençaient à émettre des sons, à gazouiller, puis à prononcer des mots, leur voix encore hésitante, mais remplie d'une nouvelle vie. Un matin, Arthur descendit dans le salon et entendit des rires d'enfants, vibrants et joyeux. Il entra et découvrit Léo et Mia assis par terre, entourés de petits objets simples, des galets lisses, des feuilles d'arbres, des morceaux de bois, et Amina, assise humblement à côté d'eux, les guidant avec des mots doux, son visage rayonnant. Mia tendait la main vers une petite clochette que Amina agitait, ses doigts explorant le son avec une concentration intense.
Léo, lui, essayait de former une petite construction avec les morceaux de bois, ses sourcils froncés de détermination. Arthur, habituellement si distant, sentit une émotion inattendue le submerger. Il n'avait jamais vu ses enfants aussi vivants, aussi engagés. Il s'approcha, le cœur battant. « Amina, qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix était à la fois dure et emplie d'une curiosité presque désespérée. Amina se tourna, son sourire ne faiblissant pas. « J'apprends à vos enfants à écouter le monde, monsieur Delamere, à le toucher, à le sentir, pour qu'ils puissent le voir, même sans leurs yeux. » Éléonore, attirée par le bruit, rejoignit Arthur. Elle aussi fut frappée par la transformation de ses enfants. Léo la reconnut à l'odeur de son parfum et tendit la main vers elle, un sourire éclatant sur son visage. « Maman, fleur !» Il venait de sentir le parfum de sa mère et de l'associer à une fleur qu'Amina lui avait fait sentir. Le choc fut total pour Arthur et Éléonore. La femme de ménage, celle qu'ils avaient à peine remarquée, avait accompli ce que des armées de spécialistes et des millions d'euros n'avaient été pu faire. Elle avait ramené la vie dans leurs enfants. Arthur, le PDG habitué à dominer, ressentit une humilité qu'il n'avait jamais connue. Il réalisa l'étendue de leur aveuglement. Non pas seulement celui de leurs enfants, mais le leur, aveuglés par le chagrin, la richesse et les préjugés. Ils avaient ainsi laissé le statut et l'argent les éloigner de l'essentiel, l'amour pur et la connexion humaine. Ce soir-là, Arthur et Éléonore s'assirent avec Amina. Ils écoutèrent, vraiment écoutèrent, son approche, sa philosophie, sa sagesse, simple mais profonde. Amina expliqua comment chaque sens était une porte vers la compréhension du monde et comment les enfants, privés de la vue, compensaient par une acuité extraordinaire des autres sens si on leur donnait les outils pour les développer. Elle expliqua que les enfants avaient besoin de toucher, d'entendre, de sentir, de ressentir la texture de la vie, pas seulement d'être en sécurité dans un environnement aseptisé. Arthur et Éléonore comprirent. Leur perception du handicap et de la parentalité fut bouleversée. Ils demandèrent à Amina de rester non plus comme femme de ménage, mais comme conseillère, comme une sorte de gouvernante, une éducatrice dont les méthodes étaient bien plus efficaces que celles des experts coûteux. Amina accepta, mais elle refusa la somme d'argent exorbitante qu'ils lui offrirent, demandant simplement des ressources pour continuer son travail avec Léo et Mia, et le droit d'apporter sa petite fille, elle aussi âgée de 6 ans, pour jouer avec les jumeaux. Les Delamere changèrent radicalement leur approche. La maison s'ouvrit. Le jardin devint un terrain d'exploration sensorielle. Léo et Mia furent encouragés à toucher, à sentir, à écouter le monde avec intensité. Ils développèrent des sens surhumains, une mémoire tactile et auditive phénoménale. Ils apprirent à jouer de la musique, leurs doigts s'envolant sur les touches du piano, leurs oreilles captant chaque nuance. Ils développèrent une passion pour le dessin tactile, créant des œuvres d'art que l'on pouvait voir avec les doigts. Arthur et Éléonore s'impliquèrent pleinement. Ils passaient des heures avec leurs enfants, jouant, lisant, riant. Ils firent des dons massifs à des fondations pour l'éducation des enfants malvoyants, créant des programmes inspirés par les méthodes d'Amina. Ils firent par même construire un centre spécialisé, invitant Amina à diriger l'équipe pédagogique. Léo et Mia grandirent épanouis, brillants, avec une sensibilité et une profondeur d'esprit rares. Ils ne virent jamais la lumière du jour avec leurs yeux, mais grâce à Amina, ils virent le monde avec une clarté que beaucoup d'hommes voyants ne connaîtraient jamais. Ils devinrent des musiciens virtuoses, des artistes uniques, leur handicap transformé en une source de force et d'inspiration. L'histoire des jumeaux Delamere et de leur incroyable gouvernante, Amina, est devenue une légende discrète, un rappel puissant que la véritable richesse réside dans l'humanité, l'empathie et la capacité à voir au-delà des apparences. La femme de ménage avait agi, et en le faisant, elle avait non seulement sauvé 2 enfants de l'isolement, mais elle avait aussi offert à une famille milliardaire la plus précieuse des leçons, celle de la vraie valeur de la vie,
de l'amour inconditionnel et de la lumière qui peut toujours percer l'obscurité, même quand personne ne s'y attend. Cette histoire vous a-t-elle touché au plus profond de vous-même? Pensez-vous que la sagesse d'Amina était plus précieuse que toutes les thérapies coûteuses? Quel est le plus grand enseignement que vous retenez de cette histoire? Partagez vos pensées et vos émotions en commentaire. Votre opinion nous est précieuse. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, qui, nous l'espérons, continueront à vous inspirer et à vous faire réfléchir sur le monde qui nous entoure.